Parler comme je pense. Parler cru. Vous êtes sur Change, le juriste de demain. Le podcast dédié aux acteurs du droit qui va vous sortir de votre zone de confort. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous souhaiter une belle année 2021. J'espère profondément qu'elle sera meilleure que 2020. Par-dessus tout, je vous souhaite une excellente santé. Dans ce second épisode, nous allons parler soft skills, plus précisément intelligence émotionnelle. En effet, j'ai le privilège d'accueillir Mélanie Parnot, qui est avocate, directrice de Droit Quotidien LegalTech, présidente de l'incubateur du barreau de Montpellier et coprésidente du réseau national des incubateurs de barreau. Bonjour Mélanie. Bonjour Tony, bonjour à tous. Comment tu vas ? Je vais très bien. Je suis ravie de participer à ce podcast Change. Ah bon, super. Écoute, ce qu'on va faire tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet, mais avant cela, je vais te laisser te présenter à nos auditeurs. Voilà, qui es-tu ? Alors, je suis avocate depuis 2003. Je suis aussi mère de 3 enfants. Alors initialement, j'ai eu un parcours universitaire assez classique en droit des affaires à Montpellier. Et puis, avant d'être avocate, j'ai un tout petit parcours de juriste où j'ai fait que du droit des sociétés. Ensuite, j'étais avocate, j'ai été en collaboration pendant 2 ans. Pendant ces 2 années, je n'ai fait que du droit du travail. Et ensuite, je me suis mise à mon compte. Donc ça, c'était en 2005. Et là, j'ai progressivement orienté mon activité vers l'accompagnement des TPE atypiques. Donc ce sont en réalité les startups et les entreprises de l'économie sociale et solidaire, que sont les associations, les SCOP, les SIC. Voilà. Et ensuite, sur ce qui caractérise un peu mon parcours, c'est que j'ai fait beaucoup de formations non juridiques en parallèle de mon activité d'avocate. Parce que je ressentais vraiment le besoin de renforcer ces compétences-là que j'avais pas pu acquérir pendant mon parcours à la fac de droit. Et comme j'accompagnais pas mal des entreprises innovantes, j'ai eu envie de lancer l'incubateur du barreau de Montpellier en octobre 2017. Donc je le préside depuis février 2018. Et je suis également coprésidente du réseau national des incubateurs de barreau depuis novembre 2018. Et comme mon activité d'avocat... Là, je vois que c'est multicasquette. Voilà, c'est un peu multicasquette, effectivement. Comme mon activité... Est-ce que tu vis un peu ? Comment tu fais ? Oui, je vis normalement. Et donc voilà, depuis, comme mon activité d'avocat, je sentais bien l'évolution qui était en cours au niveau de la profession. Je me suis rapprochée en février 2019 d'une association belge qui s'appelle Droit Quotidien. Et on a créé ensemble, avec Séraphin également, une société de l'économie sociale et solidaire, qui est une entreprise innovante, qui s'appelle Droit Quotidien LegalTech, et donc qui a pour mission d'améliorer l'accès au droit pour tous les citoyens, mais avec une attention plus particulière pour les personnes les plus fragiles. Et donc notre première verticale, c'est l'amélioration de l'accès au droit avec des outils numériques pour les personnes âgées en perte d'autonomie. Voilà. Tu sais, c'est excellent parce que je suis en train de me dire que mince, il aurait fallu qu'on fasse cette émission sur ce sujet en particulier, tellement en fait l'accès au droit c'est un vrai sujet quoi. C'est trop important et je trouve ça passionnant d'ailleurs. Donc mais bon, voilà, on va pas se détourner. Restons sur notre logique du sujet du jour. Avant qu'on avance. Tu as beaucoup de casquettes, tu fais beaucoup de choses, c'est génial, je sais pas comment tu fais d'ailleurs, mais je vois que tu es pleine d'énergie et c'est génial, mais quel est ton regard aujourd'hui sur le marché du droit, justement au regard de tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui ? Alors, mon regard, c'est que je perçois pour moi le numérique comme en fait quelque chose qui est en train de révolutionner totalement les métiers du droit. Alors bien sûr celui des avocats, mais pas seulement. Et pour moi, le numérique offre beaucoup de possibilités. Il y a énormément de tâches du juriste qui peuvent être automatisées. Et on se rend compte que des pans entiers de l'activité des professionnels du droit sont en train de sortir complètement du champ des prestations intellectuelles
pour entrer dans le champ de prestations juridiques automatisées. Donc c'est vrai Oui. ça peut faire peur, et c'est difficile de savoir jusqu'où on va pouvoir aller en termes d'automatisation quand on voit le champ des possibles, notamment avec tout ce qui est intelligence artificielle. Donc c'est vrai que les legal tech déjà ont pas mal bousculé les professionnels du droit et notamment ont pas mal bousculé les avocats. Et les bousculent parce que en fait ils s'adressent directement aux clients des avocats. Et il s'adresse aux clients des avocats, mais avec des méthodes marketing et commerciales de très haut niveau. Alors que Oui. nous, les professionnels du droit et en particulier les avocats, on est plutôt pas très performants dans ces domaines-là. Donc, il est vraiment urgent que nous, professionnels du droit, professions réglementées, on développe ces compétences non juridiques pour pouvoir faire évoluer nos modalités d'exercice et pour pouvoir améliorer l'accès à notre marché, en fait, tout en Exactement. intégrant évidemment les outils numériques, mais en mettant vraiment en avant notre savoir-faire, notre savoir-être particulier. En effet. C'est toute la raison d'être du juriste de demain. Excellent. Aujourd'hui, comme tu le sais, on va parler intelligence émotionnelle, on va parler soft skills. Donc, pourquoi aujourd'hui on parle autant de soft skills? J'ai l'impression que c'est soudainement comme ça révélé. Les soft skills, c'est important. Depuis, 5-10 ans, on en parle tout le temps. Pourquoi en fait pourquoi déjà cet intérêt particulier qui apparaît aujourd'hui? Et dans un second temps, la seconde question, c'est en quoi c'est nécessaire pour les avocats aujourd'hui, pour toi, pour les professionnels du droit? Alors écoute, j'ai peut-être pas la réponse au pourquoi aujourd'hui c'est vrai que c'est un sujet qui est très à la mode, bien au-delà Mmh. du monde du droit. Mmh. Euh, Elles sont particulièrement mises en avant, les soft skills, dans le domaine des sciences de gestion. Mmh. Donc c'est vrai que moi j'ai pu observer ça dans la lecture de revues dans ce domaine-là. Ces compétences, en fait, les soft skills, elles sont opposées aux compétences qu'on appelle dures et qui Mmh. sont les compétences techniques, notamment pour un juriste, ça va être être un bon juriste, bien connaître le droit et bien savoir le manipuler. Mmh. Mmh. En fait, pour moi, les soft skills, c'est davantage le savoir-être, mais ça touche aussi en partie au savoir-faire. Mmh. Et donc, c'est par exemple la créativité, l'empathie, la capacité de résoudre des problèmes complexes et bien sûr Oui. l'intelligence émotionnelle. Et en fait, de mon point de vue, la digitalisation, elle oblige véritablement à développer ses savoir-être et ses savoir-faire, ses soft skills, parce que comme la machine vient enlever finalement toutes les tâches à faible valeur ajoutée, eh bien les tâches Mmh. qui restent, qui ne sont pas automatisables, sont celles qui sont les plus exigeantes en fait. Et donc les plus exigeantes, pas seulement techniquement, mais aussi en termes de compréhension, enfin en termes stratégiques, en Mmh. termes de compréhension de la problématique véritable de la personne qu'on a en face de soi. Donc en fait, comme le droit est en train de vivre une forte digitalisation, Mmh. en fait, les juristes vont se retrouver à perdre une partie de leur mission. Si on prend l'exemple des avocats qui font du corporate, finalement, il y a beaucoup de choses qui peuvent être automatisées. Et donc, qu'est-ce qui reste en fait? Eh bien, il va rester les opérations les plus compliquées, les plus techniquement, juridiquement élaborées, mais aussi Mmh. celles qui sont pas standards, quoi. Donc, celles En qui effet. nécessitent beaucoup de créativité, d'empathie, et puis d'astuces, voilà, de capacité justement à résoudre des problèmes complexes. Donc, aujourd'hui, le juriste, s'il ne détient pas ces soft skills, s'il ne les développe pas, Mmh. il va être en incapacité à servir le marché sur là où on va avoir besoin de lui, quoi. Parce qu'en fait, on va avoir besoin de Ouais. lui pour des opérations, pour des sujets qui seront extrêmement complexes. Et donc, Mmh. s'il ne dispose pas de ces soft skills, il va avoir des difficultés à répondre aux besoins, sachant que les clients sont exigeants. Ils ont l'habitude de vivre des expériences, comme je dis dans mon cours, qui soient émotionnellement de qualité. Oui. Et donc, à ce titre,
il faut il faut intégrer des soft skills pour bien être en capacité de d'intégrer cette nécessité d'avoir on va dire des expériences de grande qualité qui soient pertinentes aussi. Mhm. Mhm. Mais Donc, ouais. donc, de mon point de vue, le droit, il faut avoir encore d'excellentes compétences juridiques, mais à cela, il faut Mhm. ajouter une capacité, voilà, d'écoute active, de créativité, d'innovation, de Mhm. résolution de problèmes complexes, et puis de compréhension de l'état émotionnel de la personne qu'on a en face de soi, pour Mhm. pouvoir, euh, on va dire, au mieux prendre en compte son besoin et en même temps être en pouvoir comment l'exprimer simplement, mais je Mhm. pense faire utiliser cette émotion pour pouvoir adapter la prestation vraiment à ce qui est fondamental pour la personne. Je pense que Bien sûr. ce serait voilà. Mhm. Bah, parlons-en du coup, intelligence émotionnelle. À partir de quel moment ça t'a intéressé en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un shift. Pourquoi ce sujet en particulier? Alors, écoute, moi j'ai commencé ma carrière d'avocate il y a 18 ans. Mhm. Et en fait, dès le début, ça a été un peu très très difficile. Enfin, pas même pas un peu, c'était extrêmement difficile sur le plan émotionnel en fait. D'accord. Je me suis rendu compte de l'exigence du métier d'avocat. Le Mhm. jour où j'ai commencé à travailler, j'ai mesuré quelle responsabilité on avait sur nos épaules. Et donc, D'accord. à peu près un peu plus d'un an et demi après avoir commencé à exercer en tant qu'avocate, j'ai Mhm. fait un burn-out. Donc, Ah oui, quand même. je n'ai pas arrêté de travailler parce que j'étais techniquement pas possible, mais D'accord. en fait, j'arrivais plus du tout à avancer, tout me stressait. La moindre tâche était devenue complètement insurmontable. Et donc, c'est aussi D'accord. ce qui m'a poussée à me mettre à mon compte parce que je sentais que j'allais pas, voilà, j'allais mal se passer en collaboration. Donc, je me suis dit que j'allais me mettre à mon compte et que du Mhm. coup, ce serait plus simple. Et puis, au bout de quelques mois après au début, ça allait bien, effectivement, à mon compte. Et puis Mhm. rapidement, la pression est revenue et je me suis retrouvée exactement dans le même état, à être complètement stressée en permanence et en incapacité de faire face autrement qu'en Mhm. étant mal. D'accord. Et je voyais qu'autour de moi, j'étais pas la seule hein, quand même. Hein. Je voyais les jeunes avocats, il y en avait beaucoup qui étaient extrêmement stressés et qui voulaient arrêter la profession. Ben, là, c'est un parallèle qui est très frappant avec justement les articles qu'on a récemment lus sur justement le nombre d'avocats qui quittent la profession après l'avoir intégré, juste quelques mois, voire un an, voire quelques mois après avoir intégré la profession. Oui, parce qu'en fait, on se retrouve avec un poids de responsabilité énorme et on n'a pas les outils pour gérer émotionnellement ça. Donc moi, Mhm. comme j'avais pas de mode d'emploi, j'ai tapé à la porte d'un psy parce que je voyais pas trop bien ce que je pouvais faire d'autre. Donc j'ai Mhm. commencé une psychothérapie D'accord. et je voulais arrêter la profession. Donc c'était un petit peu mon objectif. Et donc Mhm. je me suis dit que j'allais faire une formation. Donc j'ai fait un master 2 en parallèle de l'exercice de mon cabinet. J'ai fait un Mhm. master 2 à l'IAE en administration des entreprises. Mhm. Donc mon objectif c'était de devenir directeur administratif et financier dans une entreprise. D'accord. D'accord. Et je me suis éclatée, j'ai adoré cette formation, j'ai adoré les cours de management des hommes et des organisations, de psychosociologie, d'analyse transactionnelle. Bon, il y avait Mhm. plein de cours super intéressants aussi, finance, etc. Mais c'est vraiment tous ces cours autour de l'humain Mhm. qui m'ont énormément, qui m'ont vraiment passionnée. Mhm. Et donc j'ai commencé à lire pas mal de livres. J'avais de la biblio dans mes cours, et donc j'ai commencé à lire pas mal de livres autour de ces sujets-là. Mhm. Par exemple, je sais pas, Maslow, Roger, voilà, qui sont des auteurs en psychologie. Mhm. Et à la fin de ma formation, j'ai trouvé un poste de DAF et je l'ai D'accord. refusé parce Ah que bon? je me suis rendu D'accord. compte, je me suis rendu compte qu'en fait la profession d'avocat elle était super dure, mais qu'elle offre un truc qu'on perd si on devient salarié, c'est la liberté. Ah, Et, ça. et donc, je me suis dit que j'allais quand même essayer de poursuivre cette profession. Et comme j'avais été major dans mon master 2, j'ai commencé Mhm. une thèse sur le bien-être au travail, en parallèle donc Ok. de mon exercice d'avocat.
Mhm. Et bon, malheureusement, j'ai pas réussi à aller au terme de cette thèse parce que D'accord. c'était très difficile de mener de front à la fois mon cabinet d'avocat et cette thèse. Donc j'ai abandonné D'accord. en 2011. Voilà. Je suis partie sur un projet un peu plus personnel. J'ai fait un deuxième enfant à cette époque-là, donc je me suis dit que voilà Excellent choix. il valait mieux que je laisse tomber et que Excellent je me choix. focus plutôt sur voilà. On est d'accord. Et donc voilà, mais j'ai toujours continué à lire des livres sur le sujet depuis toujours, depuis Mhm. cette période-là, on va dire. Et en fait, j'essayais et j'essaye toujours en permanence de trouver des solutions pour me sentir bien, me sentir épanouie dans ma vie professionnelle. En fait, c'était Mhm. ça mon objectif. Et donc en 2016, j'ai découvert pourquoi tout était si compliqué pour moi. En fait, j'ai découvert que j'ai un trouble attentionnel très important. Donc j'ai fait des batteries de tests, voilà, à l'hôpital. Et donc D'accord. ben voilà, j'avais la chance d'être surdouée, ce qui m'a permis de compenser mon handicap attentionnel, mais c'était toujours dans une énorme souffrance émotionnelle. Donc il D'accord. faut savoir que les personnes qui ont un trouble attentionnel, ils ont une hypersensibilité et une hyper-impulsivité émotionnelle. Ok. Donc finalement, avec le recul, je me suis rendu compte que je luttais tous azimuts contre cette hypersensibilité, cette impulsivité émotionnelle, Mhm. et que donc le développement, l'amélioration de mon intelligence émotionnelle, eh ben, c'était une voie de compensation de mon handicap. Wow. Du coup, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on a un trouble attentionnel, l'émotion, c'est un enfer en fait, parce que l'émotion vient saturer votre Mhm. capacité attentionnelle, votre D'accord. capacité d'être présent et d'être concentré sur ce qui se passe là. Et quand on a un trouble attentionnel, on a une faible capacité attentionnelle, eh bien, la moindre émotion vient complètement vous empêcher de faire quoi que ce soit. C'est pour ça que quand on est stressé, quand moi j'étais jeune avocate et que j'en pouvais plus, c'est parce que le moindre stress, en fait, comme j'avais une faible capacité attentionnelle, le moindre stress Mhm. m'empêchait de travailler, en fait. Enfin, D'accord. il n'était pas moindre, et plus ça allait, en fait, c'est un cercle vicieux, parce que plus ça va, plus vous êtes stressé et plus vous n'arrivez pas à travailler, et du coup, plus vous êtes stressé encore plus. Et donc, c'est vraiment un cercle vicieux. Et donc, mais ça n'a pas un impact que sur le travail, ça a aussi un impact sur la motivation, parce que le trouble attentionnel, ça crée des motivations très chaotiques, et Mhm. ça a aussi un impact sur la qualité des relations que l'on a avec son entourage. Parce que comme on D'accord. est très impulsif, Mhm. on se retrouve à avoir des relations assez tendues. Mhm. Donc aujourd'hui, et depuis déjà plusieurs années, mon objectif, c'est de faire vraiment de mes émotions des alliés pour qu'elles cessent de limiter ma petite capacité attentionnelle, et qu'au Mhm. contraire, ce soit un outil, vraiment, l'émotion, au service de l'amélioration de mon attention. Donc pour moi, il y a un enjeu crucial, hein, c'est que je dois compenser mon trouble attentionnel. Je Mhm. compense de diverses manières. Mais voilà, l'émotion, ça devient pour moi au contraire un outil qui va m'aider à améliorer mon attention, Mhm. ma capacité de mémorisation, ma motivation, ma confiance en moi, et Mhm. aussi voilà la capacité, enfin la qualité des relations que j'entretiens avec mon entourage. Alors évidemment, tout le monde n'a pas un trouble attentionnel, et on peut, même si on n'a pas un trouble attentionnel, utilement utiliser voilà l'intelligence émotionnelle pour améliorer sa Bien vie sûr. professionnelle. Mais bon, pour moi, c'est particulièrement important compte tenu de mon handicap. Bon. Mhm. Et où est-ce que tu en es aujourd'hui de ton séjour, de ton voyage? Parce que finalement, c'est incroyablement, je veux dire, quel est le terme que je peux dire? C'est pas passionnant, je veux dire, c'est vachement intéressant de voir l'expérience, en tout cas ce que tu as vécu, par où tu es passé. Humainement, je trouve que c'est riche, tout en étant difficile et pas évident à gérer, j'imagine, mais je trouve que c'est vachement intéressant parce que ça te permet justement de transformer ton mindset et d'avoir cette capacité finalement de transformation qui, elle, est inédite, quoi. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui a cette capacité-là, au-delà de cet handicap dont tu parles, mais la capacité de pouvoir se changer, se transformer tout seul avec ses émotions, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, je trouve. Je pense qu'objectivement, il y a probablement plein de personnes qui le font naturellement. Alors,
qui ont du moins qui vont vers cette voie-là d'amélioration de leur intelligence émotionnelle sans passer par on va dire un parcours on va dire théorique de formation, etc. Je connais plein d'avocats qui pourront te dire que eux aussi ils ont amélioré voilà leur capacité d'empathie avec le temps. Je pense que c'est quelque chose qui peut se faire assez naturellement sur un parcours, sur une carrière professionnelle. Et je pense que le métier d'avocat, bon, je peux pas te parler de tous les métiers parce que je connais bien bien sûr, que bien sûr. celui-là, mais il oblige vraiment à s'améliorer dans ce domaine-là. Moi, ce que j'ai été obligée d'aller vers des modalités qui étaient beaucoup plus importantes parce que moi je partais de loin, quoi. Je partais de très très loin. Donc c'est vrai que pour le coup, pour moi, ça a vraiment été une transformation complète entre voilà ce que j'étais en 2003 et ce que je suis aujourd'hui. Évidemment, je suis la même personne, mais j'ai vraiment beaucoup changé. Et j'ai encore plein de chemins à parcourir, hein, parce que c'est pas toujours simple malgré tout. Et donc, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça permet, si tu veux, ce que je trouve intéressant, c'est que l'émotion souvent est perçue comme un parasite ou l'occasion de passer un bon moment. Mais on la voit pas nécessairement comme un outil vraiment hyper puissant pour être plus performant et pour être plus heureux, pour être plus pertinent. Voilà. Donc, je C'est pense vrai que que les personnes le font. c'est vrai que c'est pas visible. Enfin, je veux dire, c'est pas évident de se dire que l'émotion, c'est quelque chose. Ça peut être une arme, ça peut être un moyen d'être performant. C'est pas évident en fait, naturellement de le penser. Non, voilà. Et je pense que c'est ce qui fait un peu la différence entre les personnes qui vont le faire de manière intuitive et qui vont arriver tout à fait à progresser en matière d'intelligence émotionnelle et celles qui Mhm. décident de rentrer dans une démarche plus construite de construction de son intelligence émotionnelle, qui vont du coup conscientiser beaucoup plus le processus émotionnel et y recourir Mhm. régulièrement quand moi ça devient une deuxième nature, même si bon j'ai encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Mhm. Mais je mobilise voilà, beaucoup mon intelligence émotionnelle tout le temps, en fait, que ce soit dans ma vie personnelle ou professionnelle. Mhm. Donc ça peut paraître un peu, on va dire, artificiel, mais en réalité, c'est juste une autre manière d'être. Mais c'est pas, on peut être naturel tout en mobilisant cette, Bien sûr. cette intelligence émotionnelle. Un petit break pour rappeler que ce podcast est sponsorisé par le Juriste de demain, une plateforme qui propose des cours en ligne et parcours certifiants permettant d'acquérir des compétences business, technologiques et soft skills dans l'industrie du droit. N'attendez pas, la création de compte est totalement gratuite. Rendez-vous sur lejuristededemain.com. Tu l'auras constaté, on est au cœur du sujet là. Tu es en train de te dévoiler et je trouve ça génial justement parce qu'en termes de retour d'expérience, je pense que les gens qui vont nous écouter, ils vont vraiment apprécier ce retour-là parce que je pense qu'il y a plein aujourd'hui, il y a énormément d'avocats qui doivent vivre ces situations-là. Je pense aux plus jeunes qui entrent dans la profession et qui justement font face à ces difficultés de gestion émotionnelle, hein, parce que c'est vrai qu'il y a cette fameuse responsabilité dont on prend conscience lorsqu'on exerce dans les premiers mois. Et ça, tu l'as très bien illustré, tu l'as très bien expliqué. Donc, je pense que voilà, c'est super. On est vraiment dans le cœur du sujet. En quoi, pour toi, aujourd'hui, développer son intelligence émotionnelle peut transformer l'avocat dans sa relation avec ses pairs, mais surtout, en fait, avec ses clients? Alors moi, je pense que d'abord, quand on fait un travail d'intelligence émotionnelle, on change d'abord le rapport que l'on a avec soi-même. Mmh. Et c'est, on va dire, je dirais le plus important dans un premier temps. Ça permet de se poser les bonnes questions sur sa vie et notamment sur sa vie professionnelle. Parce que comme tu le disais, quand on est avocat, on exerce souvent plus qu'un métier, c'est une mission. Je pense que c'est Oui. pas uniquement l'avocat, hein, mais bon, quand on a des métiers qui sont très prenants, en fait, d'abord notre action a un impact souvent très important dans la vie de nos clients.
Et du Mhm. coup, notre vie professionnelle ne s'arrête pas quand on rentre à la maison. En fait, on emporte nos inquiétudes le soir pendant le repas, les nuits, on se réveille, on se dit oh là là, il y a tel truc, machin. Donc, en C'est fait, clair. du Ouais. coup, l'intelligence émotionnelle, elle va permettre déjà d'alléger le poids moral de nos responsabilités, Mhm. de rendre plus supportable le quotidien, du coup. Et puis, l'idée, c'est aussi d'arriver à reprendre plaisir dans sa mission d'avocat. Euh, Mhm. Moi, pendant longtemps, j'ai perdu le plaisir de mon métier. Et c'est vrai que l'intelligence émotionnelle, ça m'a vraiment aidé à retrouver du sens. Mhm. Pourquoi Voilà, j'ai orienté mon activité professionnelle d'avocat vers ce qui était vraiment essentiel pour moi. Et ça, D'accord. l'émotion, elle a cette capacité de vous dire ce qui est, si on est dans le vrai ou pas. Et Mhm. c'est un très bon guide pour euh, réorienter sa carrière professionnelle. Mhm. Et du coup, En quand effet. on développe, voilà, son intelligence émotionnelle, qu'on se, du coup, on a moins de stress, on est plus en capacité déjà d'être à l'écoute avec les autres, à l'écoute des autres. Et puis, Mhm. si on s'oriente vers ce qui a vraiment du sens, on va retrouver de l'enthousiasme. Et évidemment, ça rejaillit naturellement sur les rapports qu'on va entretenir avec ses pairs et puis avec Mhm. ses clients. Parce que Mhm. forcément, si on est enthousiaste, moins stressé et qu'on développe en plus sa capacité d'empathie et son esprit de coopération, on va plus facilement être pertinent et parvenir à résoudre des problèmes juridiques complexes. En effet. Ok. Ok. Est-ce que aujourd'hui on arrive à la partie du podcast où là, ben, l'idée c'est vraiment de donner des tips et des best practices pour vraiment ceux qui nous écoutent afin qu'ils puissent mettre en œuvre eux-mêmes des techniques pour développer leur intelligence émotionnelle. Euh, Est-ce que tu as des raccourcis à nous proposer? Est-ce que tu as des méthodes idéalement, bah, en fait, en 5 étapes, quoi. Si on veut aujourd'hui développer son intelligence émotionnelle euh, dans son coin, comment tu pourrais conseiller aujourd'hui des personnes qui souhaitent justement développer leur intelligence émotionnelle? Alors, je préférerais dire qu'il n'y a pas vraiment de raccourci parce que c'est vraiment un travail. Il n'y a pas de truc en se disant je vais faire un cours de. Enfin voilà, mon cours du coup qui est de l'ordre de 2 heures, vous n'allez Mhm. pas sortir du cours en étant super intelligent émotionnellement. J'aimerais bien que ce soit le cas, mais bon, ce serait pas vrai. Donc D'accord. je pense que, mais quand même, je t'avouerai moi qui finalement fait ça un peu de manière empirique et intuitive et sans savoir vraiment où j'allais. Mhm. Je pense que si j'avais eu, ne serait-ce que dans un premier temps, une définition de ce que c'est, voilà, de connaître, de savoir que ça existe déjà, l'intelligence émotionnelle en un, et Mhm. de savoir ce que c'est. Donc moi je dirais que le premier conseil que je donnerais, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce que c'est que l'intelligence émotionnelle. Et Mhm. alors là, pour le coup, mon cours, sans faire de la pub, fait quand Oui. même voilà, il pose un peu quand même le décor. Voilà, il permet de bien comprendre qu'est-ce que c'est. Et franchement, c'est déjà une première étape de conscientisation Mhm. du processus émotionnel que tout un chacun a, hein, donc Mhm. vit nécessairement. Donc c'est une première prise de conscience qui est déjà une première étape qui n'est pas négligeable et qui permet de faire un premier, je dirais, peut-être pas shift, mais quand même, je pense que ça a un Mhm. impact, ne serait-ce que de comprendre ce que c'est et voilà, d'avoir une vision un peu globale du sujet, c'est une première étape importante. Mhm. Après, pour moi, ce qui est fondamental, c'est de se documenter, de lire le plus de livres possible. Il faut pas s'en tenir. Voilà, la formation que j'ai faite donne pas mal de clés. Et après, Mhm. il y a une bibliographie et une vidéographie qui est jointe dans le cours. Mhm. Et donc, je pense il faut quand même lire quelques livres pour approfondir les sujets qui vous touchent le plus, parce qu'en fait, chacun entre dans la matière avec peut-être un sujet qui va plus l'intéresser qu'un autre. Et donc, Mhm. les livres pour moi j'ai lu énormément de livres sur le sujet et je pense que c'est vraiment très utile d'approfondir par des lectures.
ou des Mhm. vidéos. Ça fait gagner du temps malgré tout, voilà, parce que ça permet d'emmagasiner pas mal d'informations en ayant eu déjà une première approche par le cours, voilà, d'aller approfondir certains sujets. Ça peut, pour moi, je pense que les livres sont un super moyen Mhm. d'accéder à pas mal d'infos, parce que plus on comprend comment ça fonctionne au niveau neuroscientifique et mieux on arrive à l'utiliser, déjà, dans D'accord. un premier temps. Ouais. Après, la troisième chose, je dirais, c'est la méditation. J'en parle dans mon cours. Mhm. Je pense qu'on peut difficilement, après, voilà, je suis peut-être un petit peu excessif quand je dis ça. Il y a des personnes qui vont avoir une super intelligence émotionnelle et qui ne méditent pas, donc faut pas non plus être dogmatique. Mais bon, en tout cas, de mon point de vue à moi. Donc voilà, moi, ça a été un peu je dirais, l'outil qui m'a le plus aidé. Donc j'ai commencé à méditer il y a 7 ans, donc je médite tous les jours. Et c'est vraiment le socle pour moi, c'est le socle sur lequel je m'appuie pour le développement de mon intelligence émotionnelle. Si j'ai pas ça, je peux pas. Mais bon, c'est aussi parce que moi j'ai un trouble attentionnel et que ça m'aide vraiment pour réguler mon trouble. Mais je pense que j'ai autour de moi des personnes qui méditent et qui n'ont pas de trouble attentionnel et Mhm. qui reconnaissent également que ça apporte vraiment en Mhm. fait un support, parce que l'idée c'est que le socle de l'intelligence émotionnelle c'est l'humeur, Bien et sûr. la méditation elle vient on va dire construire une humeur assez solide, apaisée, et donc pour ça c'est vrai que c'est la méditation qui me semble être et puis la méditation a cette capacité aussi de permettre de conscientiser plus facilement ses émotions En effet. et de les accepter. Parce que c'est ça qui est compliqué, c'est que pour travailler avec les émotions, il faut les accepter. Et donc, Mhm. tant qu'on est dans une logique de rejet de l'émotion désagréable, hein, on Mhm. va avoir du mal à bosser avec. Donc, la méditation, c'est vraiment une étape fondamentale pour Mhm. pouvoir être plus ouvert à ce processus physiologique. Et du coup, dans mon cours, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de le vulgariser le plus possible, parce que Mhm. j'ai beaucoup entendu personnes me dire non mais moi je peux pas méditer, je pense tout le temps, c'est pas possible. Mais en fait c'est normal. Et du coup j'ai essayé vraiment d'expliquer, enfin je sais pas si j'ai réussi, mais en tout cas j'ai essayé Mhm. d'expliquer simplement, le plus simplement possible la méditation, pour que les personnes se rendent compte que c'est pas du tout compliqué et que c'est normal de penser, et que on, voilà, l'idée c'est que la Mhm. méditation c'est vraiment un aller-retour entre j'essaye d'arrêter de penser et je pense. Enfin, je le décris Ouais. de manière plus détaillée dans mon cours, mais voilà, je pense que c'est quand même un bon moyen d'améliorer Mhm. son intelligence émotionnelle et son humeur, quoi. Donc, Troisième, donc ça c'est le troisième point, donc la méditation, effectivement, c'est très important. voilà. Et bon, alors au cœur de l'intelligence émotionnelle, il y a la communication non violente. Pour moi, en Mhm. tout cas, de mon point de vue, c'est toujours pareil, hein. Moi, je ne fais que témoigner de ma propre expérience de l'intelligence émotionnelle. Je pense qu'il peut y avoir d'autres chemins, mais en tout cas, pour moi, la communication non violente, c'est vraiment un outil très puissant, parce que ben voilà, il s'appuie en fait, cette méthodologie s'appuie vraiment sur les émotions pour Mhm. améliorer aussi bien la relation avec soi-même qu'avec les autres. Donc j'en parle aussi dans mon cours. Voilà, je fais une partie sur la vulgarisation de ce qu'est la communication non violente, et j'espère que cette vulgarisation donnera envie aux gens d'approfondir, parce que bien évidemment, voilà, c'est pas quelque chose qui s'acquiert juste en quelques minutes de vidéo. C'est un vrai Mhm. là pour le coup, il faut vraiment faire des formations en complément, etc. Mais je pense que c'est bien de comprendre. En fait, dans mon cours, j'explique quel est le lien entre l'intelligence émotionnelle, la méditation et l'intelligence émotionnelle et la communication non violente. Donc ça permet de donner du sens à ces pratiques dans la perspective d'améliorer son intelligence émotionnelle. Mhm. Ok, ça c'était la quatrième méthode. Il y a une cinquième, cinquième type, cinquième méthode éventuellement ou Alors, moi, je pense que et là, je vais vraiment pas être originale, mais c'est pas grave. Du coup, je pense que il faut
faire en sorte de pas mettre de côté toutes ces activités non professionnelles qui ne sont pas valorisées véritablement dans nos sociétés, mais qui sont absolument clés pour le développement de l'intelligence émotionnelle. C'est le Mhm. sport, la musique, les activités artistiques. En fait, c'est il se passe des choses incroyables dans notre cerveau quand on fait ces activités, et C'est vrai. malheureusement, on cesse de les pratiquer. Quand on est professionnel. Et alors, je vais vous dire, pour les avocats, je pense que voilà, il y en a beaucoup qui bossent tellement qu'ils prennent pas le temps de faire ce genre d'activité, ou en tout cas qui prennent plus ou pas assez le temps. Et donc, Mhm. et je me mets dans le, je me mets dans le lot. Hein. On s'y met tous, on s'y met Ouais, toutes, on ouais. s'y met Et en tous, fait, oui. il faut se rendre compte que bah, notamment le sport, hein, il a une capacité incroyable d'amélioration de notre humeur, de notre voilà, de notre volonté, de notre enthousiasme. Donc c'est vraiment un outil exceptionnel, le sport. Mhm. Et puis voilà, les activités artistiques et la musique aussi. L'écouter déjà, c'est un super Mhm. outil d'amélioration de l'humeur, hein. Mhm. Mais aussi le pratiquer. Donc moi j'ai mis un piano dans mon cabinet et j'essaye de Ah oui, d'accord. pratiquer Ok, régulièrement le piano d'accord. parce que je sais que voilà, c'est un socle aussi pour améliorer l'humeur. Donc, euh, Mhm. donc ce serait mon cinquième conseil pour voilà. Tu sais, en plus, j'étais en train de... bon, moi, voilà, je veux dire, tout le monde le sait, hein, je regarde tous les cours qui sont sur le juriste de demain. Donc, en ce sens-là, c'est génial parce que du coup, j'ai pu suivre ton cours bien comme il faut. Et j'ai bien aimé quand tu as cité AI Superpowers voilà, de Kai Fu Lee, hein, tu vois, parce que moi, c'est un livre qui m'a particulièrement bouleversé, mais j'imagine que c'est également le cas pour toi, puisque tu l'as cité. Euh, Ce qui était frappant, moi, c'est plutôt vers la fin du livre, hein, quand il raconte il a frôlé la mort, quoi, et que du coup, finalement, ce qui lui a permis de, entre guillemets, revivre et de, en tout cas là où il s'est rendu compte qu'il a compris qu'il était dans l'erreur dans tout ce qu'il faisait parce que c'était un acharné du boulot, voilà, c'est quelqu'un qui bosse tout le temps, voilà, et du coup le fait qu'il soit passé comme ça à côté de la mort et que du coup qu'il se rende compte qu'il y a la famille qui est là, qui s'occupait de lui et que finalement c'est grâce à la famille qu'il a pu survivre et du coup redonner un second souffle à sa vie dans son organisation, dans sa façon, dans sa vision, tout ça. C'est vrai que ça a mis le doigt sur un aspect qui est très important et qui est en lien avec justement l'intelligence émotionnelle, quoi. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Et je voulais le mentionner comme ça, en fait, ce que je viens de te dire, parce que je trouvais que c'était en phase avec ce que tu dis, quoi. Oui, bah, d'autant que Cafouli, dans son livre, il se met à la méditation suite à Oui. son voilà, suite à ses difficultés de santé Mm. très importantes. Et c'est ce qui et d'ailleurs il dit dans son livre que c'est super important de développer voilà, enfin, d'avoir une activité méditative et de développer son intelligence émotionnelle. Donc Mhm. il indique et c'est vrai que ben du coup cette démarche qu'il va faire va lui permettre de réorienter, enfin lui a permis de réorienter sa vie professionnelle et sa vie familiale, enfin de trouver un équilibre plus cohérent entre les deux et En de effet. redonner du sens en fait. Et ouais, moi j'ai effectivement beaucoup apprécié ce livre. Et ce que je trouvais intéressant, c'est vraiment le lien qu'il fait entre intelligence artificielle et intelligence émotionnelle. Bien sûr. Mm. Il dit bien, voilà, dans son livre que avec l'IA, donc lui, il sait de quoi il parle, hein, parce que du coup, Mm. C'est il clair. dirige un fonds d'investissement Mm. en Chine dans le domaine de l'intelligence artificielle. En fait, il dit clairement que l'être humain doit développer son intelligence émotionnelle euh, pour euh, bah, pour déjà faire que l'intelligence artificielle ne commette, enfin voilà, soit éthiquement cohérente. Et Mhm. puis parce que c'est là que nous on va devoir se positionner en tant qu'être humain quoi, demain. Clairement. Donc Clairement. J'imagine aussi que tu as lu le livre de Laurent Alexandre, oui. Intelligence humaine. Ouais, voilà, ça a été aussi un de mes meilleurs livres
que j'ai lu il y a 2 ans, je crois. Donc, Oui, après, je pense il appuie pas spécialement sur l'intelligence émotionnelle dans son non, livre. mais Il est mhm, vraiment sur voilà, plus sur la question du QI. Et mhm, ouais. Après, moi, j'ai trouvé que son livre était très intéressant aussi, mais voilà, je trouvais qu'il manquait quand même l'approche intelligence émotionnelle, parce que l'intelligence, en réalité, c'est le couple qui veut quoi. mhm, Et donc, on peut considérablement augmenter son QE et finalement développer son QE aussi au travers du développement de son quotient, de son intelligence émotionnelle, quoi. mhm. Donc, Alors, tout à je me fait. rends compte on s'est laissé voilà, on s'est laissé aller, on a parlé là. On va pouvoir conclure peut-être. Tellement, oui, oui, tellement c'est passionnant, mais c'est le cœur du sujet, c'est super passionnant, l'intelligence émotionnelle. Euh, on va terminer sur justement quelques prédictions que tu pourrais nous faire justement sur certains sujets. Euh, concernant justement l'émergence de est-ce que tu as vu toi dans voilà des nouvelles tendances de cabinets d'avocats qui ont une démarche atypique ou ce genre de choses? Quelles sont les prédictions que tu pourrais faire sur ce développement-là, dans ce sens? Alors, je sais pas si ouais, c'est une intuition, mais de mon point de vue, ce qui va émerger, effectivement, sont des cabinets d'avocats d'un nouveau genre, Mhm, euh, qui vont intégrer à la fois le numérique et mhm, puis une importante pluridisciplinarité, en fait. Parce que mhm, le droit se rencontre pas seul de manière isolée. Euh, il se rencontre en général avec des problématiques complémentaires. Hein. Si on prend le droit des affaires, hein, par exemple, on sait très bien qu'il est extrêmement connecté au sujet de stratégie, au sujet euh, de, euh, de ne serait-ce que de comptabilité, enfin voilà, c'est très mhm, les sujets sont très pluridisciplinaires, ce n'est pas nouveau, mais bien ce sûr. qui sera nouveau on va dire dans les 10 prochaines années, c'est que on, de plus en plus, les problèmes vont être traités de manière pluridisciplinaire. Et je pense qu'il y a des nouveaux cabinets, enfin des avocats qui vont émerger, des cabinets d'avocats qui vont émerger et qui vont se structurer pour intégrer en fait ces compétences en interne et Mhm, pour construire des outils numériques vraiment adaptés à des verticales spécifiques en fait. mhm, Euh, voilà, donc je pense que dans 10 ans, on verra des cabinets d'avocats un peu particuliers qui auront peut-être des psychologues en interne ou des UX ou je sais pas, ouais. des différentes compétences qui seront pertinentes Mhm, au regard de la problématique. C'est-à-dire qu'en fait, on prendra une problématique et on ira vraiment chercher toutes les compétences nécessaires, comme on le fait quand on fait une start-up. Finalement, on s'entoure de toutes les compétences nécessaires. Je pense que les cabinets d'avocats vont avoir certains ont probablement déjà cette approche, mais l'idée, ce sera vraiment d'offrir une expérience client qui soit de grande qualité, des prestations de haute qualité. Donc, je pense qu'il va y avoir ce type de cabinets qui vont, d'autant que la profession, elle pousse maintenant vers cette ouverture-là. Donc, mhm, je pense qu'on va avoir émergence de nouveaux types de cabinets un peu particuliers où peut-être on aura, voilà, des cabinets en droit du travail qui intégreront peut-être des psychologues, ouais. voilà, des personnes dans le domaine du RH. Ok. Voilà, des Est-ce que tu as spécialistes. tu as une autre prédiction comme ça sur le marché du droit que tu vois émerger? Est-ce que voilà, est-ce que tu as autre chose à ajouter à ce Alors là, niveau-là? c'est plus ma vision à moi liée à mon projet. Hein. Je pense que Mhm, dans les 10 prochaines années, il va y avoir en tout cas, j'espère, une importante amélioration de l'accès au droit pour les personnes les plus démunies, en fait. mhm, Je pense que le secteur social et médico-social va de plus en plus s'intéresser au sujet de la legal tech pour l'intégrer et permettre aux plus défavorisés de pouvoir accéder aux droits facilement grâce à ces outils de legal tech. Donc je pense que mhm, le social et médico-social, ça commence déjà, hein, y a déjà des initiatives et je pense qu'il va y en avoir de plus en plus parce que c'est vrai que tous ces sujets juridiques qui sont extrêmement complexes mais qui sont modélisables
il faut absolument les modéliser pour les mettre à disposition du plus grand nombre qui ne peut pas aller voir, ou en tout cas ne va pas voir les professionnels du droit et qui pourront vraiment bénéficier d'un progrès social important au travers des acteurs, des travailleurs sociaux qui, eux, pourront leur pousser en fait ces outils-là directement, quoi. Ça ne veut pas dire que l'avocat n'aura pas sa place là-dedans, mais Bien sûr. il faut savoir que on a un océan bleu de justiciables qui ne peut pas aller voir un avocat. Donc, Oui. il faut que c'est les travailleurs sociaux qui le voient, et donc c'est eux qui pourront pousser ces outils, quoi. Donc, nous, on se positionne vraiment sur cette ligne-là. On veut faire en sorte que, voilà, mettre les outils numériques au service des plus démunis en s'appuyant sur ceux qui sont sur le terrain. Donc, voilà. En tout cas, bravo, tout cela t'honore. Bravo vraiment pour ce que tu fais et merci encore. On est arrivé à la fin. Un petit dernier mot peut-être? Non, ben merci, c'était agréable d'avoir cet échange avec toi, et j'espère que euh, cet échange sera utile pour les personnes qui l'écouteront, Oui. et puis vraiment, je souhaite un super parcours aux juristes de demain. Je pense que c'est très très utile ce que vous faites avec ce site internet et cette plateforme qui va permettre de diffuser. La formation, c'est le truc enfin voilà, il faut se former tout le temps. Il faut élargir ses compétences au domaine, en dehors du domaine juridique. Évidemment, il faut continuer à se former en droit, mais il faut aussi se former dans d'autres domaines. On n'a pas le temps en tant que professionnel, donc avoir des outils comme ça, des formations accessibles facilement par une plateforme numérique sur des sujets assez diversifiés, tout en étant sur des formats assez courts, je pense que c'est super pertinent. De mon point de vue, en tout cas, ça correspond. Moi, quand j'ai besoin de me former, ça peut être pas mal, voilà, de pouvoir le faire au fil de l'eau par des petites vidéos comme ça. Je trouve que c'est bien. Je pense que ça va aider Super. donc bravo, et je vous souhaite un super développement au service du juriste de demain. Merci beaucoup. Merci Mélanie et je te dis à très vite alors. À très vite. Merci, au Au revoir. revoir.